Je voulais d'abord tous vous remercier d'être présents là aujourd'hui. Je suis un peu surpris de la quantité de personnes qui sont là, mais ça prouve que le sujet est intéressant, quoi. On représente ici Engagement Citoyen, qui est une association locale qui existe depuis une dizaine d'années, sur laquelle on aborde certains sujets, on fait des réunions locales. Et là, on s'est intéressé au projet du golfe, de l'agrandissement du golfe, mais aux côtés de diverses associations dans un collectif, et vous verrez ensuite les personnes qui pourront parler. Alors j'ai pris un papier parce que je ne suis pas très habitué, je me suis mis de l'encre plein les mains en faisant le papier probablement. Donc à Saint-Laurent, le golfe, ça fait 35 ans qu'on a cette histoire de golfe qui existe sur Saint-Laurent. Depuis le début, il y a eu beaucoup d'étapes, il y a eu du développement, il y a eu du sommeil, où d'un seul coup il n'y avait plus rien qui se passait, il y a eu des difficultés financières à certains moments, parce qu'il y a eu des investisseurs qui n'avaient plus de pognon, il y avait des dettes envers l'État, des choses de ce genre, et on se demandait si le projet allait finalement aboutir. Au sein d'Engagement Citoyen, nous sommes plusieurs élus ou anciens élus à avoir vécu tout ça. Moi j'ai été élu quand dans les années 90, j'étais déjà en place, j'étais en place et j'ai arrêté ensuite. Et donc on y croyait, on y a cru, ou pas pour certaines personnes. Et bien maintenant on n'en veut plus du golfe. Ce projet, on trouve qu'il va trop loin, il devient trop important. Pourquoi? Parce que le climat change, il y a de la sécheresse. Ça, vous le voyez tous sur ce qui se passe, et on a vécu des canicules certaines années. Il y a des inondations, il y a des tempêtes. Et en plus, c'est incompréhensible de voir une zone Natura 2000, là, le bois qui se trouve derrière vous, censé protéger la faune et la flore, urbanisée de cette façon. Ça, c'est notre point de vue. Une résidence, ou plutôt un parc ultra sécurisé, pour une clientèle ultra riche. Deux parcours de golf, il y en a un qui commence derrière, là, on voit un green à côté, là. Il y aura 2 hôtels, 80 maisons en cours de construction, c'est des choses qui sont en train de se réaliser, tout ça, sur les 66 hectares de défrichement qui étaient déjà autorisés. Pendant ces 35 ans, les élus ont changé. Ça n'a jamais été les mêmes, je pense que les uns et les autres, on n'a pas vu le coup venir. Petit à petit, on a échangé des chemins contre des terrains, les uns les autres, perdu l'accès au golf pour les écoles de Saint-Laurent. Il y avait dans le temps des possibilités de former les gamins à faire du golf, il n'y a plus le droit, bien qu'il y ait des journées qui soient autorisées, enfin qui soient permises pour certaines personnes. Donc il y avait aussi un club local qui jouait au golf, qui a perdu la possibilité de venir là, il a fallu qu'il aille ailleurs. Donc il jouait sur le golfe de Gannet. En 2016, la communauté de communes du Grand Chambord a sollicité la Banque de territoire pour participer au financement. Alors notre question est de dire, est-ce que c'est bien le rôle de cette institution qui dispose, diront, des bénéfices du livret A ou des fonds publics qui permettent d'apporter de l'argent de ce genre? C'est un débat qui peut être lancé. Sur l'aspect environnemental, quiz de la biodiversité, le gibier circule plus dans le golfe, ou s'il circule, ils le mettent dehors. Et en tout cas, il ne peut plus rentrer, ni sortir, exactement comme nous. On ne fait pas pousser du green sans apport d'engrais ni désherbants, c'est une question qu'il ne faut pas oublier. Si je le dis, c'est que j'étais agriculteur, donc je connais la situation. Et puis on est aussi dans une zone où il y a des moustiques. Comment on va les traiter, ces moustiques, quand il faudra se promener? Donc voilà. Alors eux, ils volent, ils auront le droit de rentrer dans la propriété et d'en ressortir. Peut-être qu'ils resteront dedans, je ne sais pas. Mais ils seront sûrement au rendez-vous. Et puis l'empreinte carbone de ce complexe de ce genre, les vols d'avion pour venir en France, les hélicoptères, les voitures qui viendront jusqu'ici, tout ceci nous semble obscène, mais dans une conjoncture économique dégradée qu'on connaît à l'heure actuelle. Alors il y a l'emploi. L'emploi, c'est toujours le drapeau que l'on nous agite. Depuis le lancement de notre contestation, les chiffres annoncés sont à géométrie variable. On nous a dit 400, on nous a dit 600, tout à l'heure j'ai entendu 800. Mais quels emplois? Certes, nous en convenons, des personnes localement travaillent, on le sait, localement qu'il y a des gens qui ont travaillé ici, mais on sait aussi qu'il y a du turnover qui est important. Quand on se promène dans le seul chemin communal qui nous reste, celui qui traverse le golfe,
Alors c'est un peu de notre faute les élus, puisqu'on a fait les échanges pour en arriver là. Il y a peu de fréquentation à l'intérieur du golfe, on ne voit pas grand monde. On s'interroge, les villas semblent, celles qui sont construites et qui ont des rideaux, sont très peu occupées. Combien de jours dans l'année vont-elles être occupées quand ce sera effectif? Nous ne sommes pas dans un processus, nous sommes tout pas là dans un processus de défiscalisation. C'est une question que je pose. En tant qu'élu, actuellement, on nous argumente que ce complexe assurera le financement de notre collectivité ou de nos collectivités quand les centrales nucléaires ne seront plus là. Nous sommes dans la... je dirais, on n'a pas du tout de chiffres d'annoncer et nous n'avons que là qu'une motivation économique des collectivités à ce sujet. Je laisse le soin aux intervenants qui viennent d'expliquer, qui viendront ensuite d'expliquer la loi ZAN, ce que ça comporte, le fait de faire un nombre de maisons ici qui nous empêchera peut-être de construire des maisons pour continuer à faire vivre nos villages. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux et nombreuses. Moi je suis Catherine de la coopération des luttes locales Centre et avec plusieurs associations nous avons rejoint Stop au Golfe des Bordes parce que il nous semble utile et indispensable de nous réunir, d'être ensemble pour lutter contre un projet qui est pharaonique, surdimensionné, qui ne correspond pas aux besoins du territoire, selon nous, parce que si ce projet était présent, était porté déjà depuis 2008, me semble-t-il, il n'est pas toujours sorti véritablement et n'est pas en fonction concrète, c'est qu'en fait il y a un problème. On nous dit que le problème il est administratif, mais je pense aussi que à connaître et à comprendre un petit peu la commercialisation des fameuses villas qui sont proposées et qui sont autorisées à la construction. Il n'y a toujours pas de villas, toutes les villas ne sont toujours pas construites, toutes les villas ne sont toujours pas vendues, pas commercialisées. Et donc comment on peut imaginer réussir à vendre autant de villas quand déjà tout juste 12, 13 sont commercialisées depuis le début de ce projet. Donc en fait, il y a un décalage fondamental sur la question de la pertinence de ce projet. Au niveau de la coopération des luttes locales, on se rend compte, nous, parce qu'on travaille, on lutte quand même, on s'est réunis beaucoup autour de la problématique des plateformes logistiques et on s'est rendu compte que les plateformes logistiques qu'on nous vend comme étant des objets économiques porteurs de développement du territoire ne sont plus ni moins que des objets de spéculation financière. On financiarise la terre et une fois qu'elle a rapporté ce qu'elle avait à rapporter en termes d'échanges financiers, on la laisse mourir, on la laisse vide, on la laisse creuse et il n'y a plus rien sur les plateformes logistiques, mais on se demande si ici ce ne serait pas aussi le cas. Voilà, vu le décalage entre les besoins du territoire et puis le projet lui-même. Et donc ensemble, en fait, ça nous a semblé pertinent au niveau de la coopération des luttes locales de nous associer et de rejoindre ce collectif de citoyens qui sont tous attentifs et soucieux en fait de l'avenir que nous allons laisser, de la Sologne que nous allons laisser à nos enfants, aux générations futures et aux gens qui y vivent actuellement aujourd'hui. Voilà. Merci à tous d'être si nombreux et je voulais vous dire que ça compte et que c'est absolument pas inutile et bravo à vous. Je crois que le courage c'est de chercher la vérité et de la dire. Et là, trouver cette vérité déjà en soi c'est très compliqué sur un dossier comme ça. Alors sans cesse on nous dit oui mais ça c'est pas tout à fait ça. C'est déjà voilà, c'est déjà un vrai enjeu. Mais il y a une vérité qui est assez simple. Est-ce que faire un golf, faire en réalité ce qui est un projet immobilier pour des gens qui viennent en avion de partout dans le monde, faire 2 parties de golf et repartir, a un avenir? Non. Ce projet n'a aucun avenir. Il y a une autre vérité qui est assez simple. Quelle société on veut demain? Est-ce qu'on veut une Sologne populaire? Est-ce qu'on veut des boisements qui soient accessibles à tous? Est-ce qu'on veut les mêmes droits pour tous? Ou est-ce qu'on veut ce type de tourisme où on ferme la Sologne, où il y a des gens qui ont des droits de construire des villas qui vont être leur 2e, 3e, 4e villas, qui vont habiter quelques jours par an et où vont
avoir le droit de la construire avec 7000 m² de terrain, qu'on appellera écolodge. On va nous dire, voilà, elles sont bien isolées, et puis on les a mis pas vraiment dans le massif qui est à l'endroit du massif qui est pas trop... donc du coup, finalement, c'est quand même plutôt écolo. Je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas de notre côté. Et c'est exactement ces discours-là qu'on nous tient. Mais en réalité, ce projet, c'est construire 70 villas, 90 résidences hôtelières, dans une zone Natura 2000. Ça veut dire protégée à l'échelon européen pour sa biodiversité sensible, pour des maisons qui ne sont presque jamais utilisées. Et parallèlement, sur ce même territoire de Sologne, qu'est-ce qu'on demande aux gens dans les villages? On leur demande de construire sur 500 m² de terrain maximum, maintenant parfois 350, pour faire attention aux fonciers. On leur demande de se déplacer différemment, de faire attention à leurs déplacements. Et là, on voit vraiment un état de vitesse. Il y a ceux qui ont tous les droits, qui s'assoient sur les droits, et qui vont pourrir la planète par leurs déplacements, par leurs usages de loisirs, etc. Et puis il y a ceux qui font des efforts et qui ne peuvent pas comprendre qu'à côté, on autorise ça. Ça, c'est une vérité très simple, et voilà. Je crois que c'est une vérité qui mérite d'être dite. Il faut qu'on parte d'ici dans 10 minutes. Il y a une autre vérité de ce projet, qu'on met souvent en cause, c'est que la Banque des Territoires, oui, elle co-investit dans ce projet. Qu'est-ce que c'est la Banque des Territoires? La Banque des Territoires, c'est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui est sous le contrôle du Parlement. C'est l'argent de votre livret A qui finance cette Banque des Territoires. Alors on va nous dire c'est sur les fonds propres, mais les fonds propres de cette Banque des Territoires, c'est le rendement de votre livret A qui permet de constituer ces fonds propres. Si la Banque des Territoires, donc l'argent de votre livret A, la pluie menace. A permis déjà de financer 40% de 6 millions de coûts d'études préalables à ce projet. C'est-à-dire que pour que ce projet soit rentable, il faut que la Banque des Territoires soit investie. L'argent de nos livrets A permet de financer un projet climaticide protégé. Et pour quelques-uns. Le but normalement de cette Banque des Territoires, c'est la cohésion sociale, c'est la transition écologique, chercher l'erreur. Moi, en tout cas, en tant que citoyen, ça me pose un vrai problème moral. Une de nos premières demandes, déjà, c'est que la Banque des Territoires retire son co-investissement. Elle n'a rien à faire là-dedans. Si on nous dit c'est rentable, etc., et ça remporte, et c'est des capitaux privés qui permettent de faire de l'économie et de faire vivre le territoire, et bien que ces capitaux privés arrivent et ne reposent pas sur les capitaux communs pour pouvoir être rentables. Parce qu'aujourd'hui, qui investit? C'est Rothschild. Rothschild, c'est un fonds d'investissement anglo-saxon assez opaque. Et donc ça veut dire que tout l'argent, la rentabilité de ce projet, il fuit à l'étranger en plus de ça. Il ne retombe pas sur le territoire comme on vous le dit. Et ça, c'est aussi un problème de cohésion sociale. À côté de qui d'autre? À côté de Six Sense, du luxe éco-responsable, voilà, là encore chercher l'erreur, avec plein de co-investisseurs dans un gros groupe international, dont BlackRock, etc., dont on a pu entendre parler. Tout ce projet est une catastrophe, voilà, je vous le dis. Et nous, en réalité, puisqu'on est dans une parole de vérité, la vérité, c'est qu'on n'empêchera pas ce golfe, il continuera d'exister même après nos manifestations. Mais ce qu'on veut, c'est que la demande supplémentaire pour pouvoir défricher encore 90 hectares de plus, elle soit refusée par le préfet. Le préfet doit dire, est-ce que c'est d'intérêt général? Non, c'est pas d'intérêt général de défricher 90 hectares de plus. Ils ont déjà 66 hectares pour lesquels ils vont construire leur hôtel, ils vont construire des villas. Et ils ont déjà commercialisé 19 villas en 20 ans depuis 2012, alors qu'ils devaient en faire 70, et ils nous demandent 90 hectares de plus, alors qu'ils ont déjà du mal à faire ce qu'il faut. Soyez fiers d'être là, vous pourrez dire, on a sauvé 90 hectares, tout est utile, indignons-nous, parce que s'indigner, c'est être en résistance, c'est se poser des questions, c'est agir, c'est construire un monde meilleur pour vos enfants, c'est construire un monde meilleur pour nous tous. Bravo à vous d'être là. Le pire, c'est la résignation. La résignation, c'est laisser les autres construire un monde qui n'est pas celui qu'on veut. Alors indignons-nous.